Et si un simple sourire sur une vieille photographie cachait le plus grand secret d'un village entier? En juin 1910, dans une petite commune au bord de la Loire, 3 garçons posent devant l'école de campagne. Le photographe croit capturer un moment d'innocence, mais derrière ces regards, quelque chose d'inexplicable se prépare. Car ce jour-là, l'un des enfants avait déjà disparu depuis 2 jours, et personne autour ne semblait le remarquer. Et ce qui allait être découvert des années plus tard changea à jamais la façon dont on regardait cette image. Aujourd'hui, vous allez connaître cette histoire complète, une reconstitution dramatique inspirée de faits réels et de témoignages d'époque. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à écrire dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide à partager ces récits dramatisés, inspirés de faits réels historiques, pour que la mémoire et les leçons de vie qu'ils portent ne soient jamais oubliées. Regardez bien cette photographie. 3 garçons sourient devant une vieille école de campagne en juin 1910. Le plus grand tient un lance-pierre fait de branches de saule. Le deuxième serre contre lui un chien maigre aux côtes saillantes. Le plus petit, Paul Arnaud, 10 ans, tient un béret usé entre ses mains. Ils sourient tous. Mais si vous saviez ce qui se cache derrière ce sourire, vous ne pourriez plus jamais regarder une photographie de la même façon. Car au moment où Monsieur Louis Fournier appuie sur le déclencheur de son appareil flambant neuf acheté à Paris, Paul Arnaud a déjà disparu depuis 2 jours. Et dans 30 secondes, il disparaîtra à nouveau. Cette fois pour toujours. Saint-Sauveur-sur-Loire, dimanche 12 juin 1910, 9 heures du matin. Les cloches de l'église Saint-Antoine sonnent pour la messe, tandis que la brume matinale se lève doucement sur les champs de blé. C'est le jour de la fête patronale, et toute la ville s'est rassemblée sur la place. Les femmes portent leurs plus belles coiffes brodées, les hommes ont ciré leurs sabots. L'odeur du pain frais de Madame Blanc, la boulangère, se mêle à celle des roses sauvages qui grimpent sur les murs de pierre. Monsieur Fournier, le seul homme du village à posséder un appareil photographique, a installé son trépied devant la vieille école. Il cherche 3 garçons de bonne apparence pour immortaliser la joie de ce dimanche de juin. Jacques Martin, 12 ans, fils du forgeron, s'avance le premier. Grand pour son âge, les cheveux couleur de blé mûr, il tient fièrement son lance-pierre, celui avec lequel il a tué un corbeau la semaine dernière. À ses côtés, René Dubois, 11 ans, dont le père travaille au champ, arrive entraînant Filou, le chien errant que les 3 amis nourrissent en secret depuis l'hiver. Mais où est le 3e? Jacques se retourne soudain et tire quelqu'un par la manche. C'est Paul Arnaud, le plus petit des 3, celui qui joue de l'harmonica qu'il a trouvé dans les ordures derrière l'auberge. Ses vêtements sont sales, couverts de boue séchée. Une coupure fraîche marque son bras droit. Ses cheveux sont emmêlés comme s'il avait dormi dans les fourrés. Mais il sourit, un sourire étrange, lointain, comme celui de quelqu'un qui sait quelque chose que personne d'autre ne sait. Ce que personne ne remarque à ce moment-là, c'est que Madame Arnaud, la mère de Paul, le cherche désespérément depuis vendredi matin. Selon les registres du gendarme capitaine Moreau qui seront consultés des années plus tard, Paul avait quitté la maison familiale à 6 heures du matin le 10 juin pour porter un message au moulin de Monsieur Lefebvre. Un message qu'il n'a jamais délivré. Sa mère, illettrée, n'a pu écrire aucune lettre pour demander de l'aide. Elle a cherché dans les sentiers qu'il empruntait habituellement, dans les vergers où les enfants volèrent des pommes, le long de la Loire où ils pêchaient des goujons. Mais c'était la saison des moissons. Tout le monde était au champ. Beaucoup ont pensé que Paul avait suivi les saisonniers. Son père, Pierre Arnaud, maçon à Tours, ne rentrerait que le lundi soir. Un homme qui, selon le journal intime de Madame Blanc, découvert en 1952, dépensait plus de temps et d'argent à la taverne du Cheval Noir qu'avec sa famille. Le samedi 11 juin, veille de la photographie, Jacques et René avaient affirmé à plusieurs villageois avoir aperçu Paul près du vieux pont sur la Loire. Marie Dubois, la petite sœur de René qui témoignera 52 ans plus tard pour un article du journal régional, se souvient avoir entendu son frère chuchoter à Jacques « On ne peut rien dire maintenant, pas encore ».
Mais personne n'y prêta attention. Les enfants ont toujours des secrets. Et maintenant, regardez-les sur cette photographie. Jacques fixe l'objectif avec l'assurance d'un fils de forgeron qui n'a jamais eu faim. René sourit timidement en serrant Philou contre lui. Mais Paul regarde ailleurs. Son regard est tourné vers la gauche, fixé sur quelque chose ou quelqu'un hors du cadre. Sa main droite, celle qui tient le béret, est serrée en poing. Les annotations de M. Fournier, retrouvées au dos d'autres photographies en 1987 dans le grenier familial, mentionnent « Le petit Arnaud tenait quelque chose dans sa main. J'ai cru que c'était une bille ou un caillou. Il ne voulait pas le lâcher. » 30 secondes après la prise de la photographie, Paul disparaît. Jacques dira plus tard qu'il est parti en courant vers les champs. René prétendra l'avoir vu se diriger vers la rivière. Mais selon le rapport officiel du capitaine Moreau daté du 22 juin 1910, aucun témoin fiable n'a vu Paul Arnaud après cette photographie. Comme s'il s'était évaporé dans la brume matinale, laissant derrière lui seulement cette image, ce sourire énigmatique, et un secret que 2 garçons de Saint-Sauveur-sur-Loire emporteront dans leur tombe. Ce que personne ne sait encore, c'est que 48 heures avant cette photo, Paul Arnaud a entendu une conversation qui a changé le cours de sa vie. Une conversation entre son père ivre et un homme de Tours venu réclamer ses dettes. Une conversation où il était question de vendre un garçon de 10 ans aux mines de charbon du Nord. Une conversation qui l'a forcé à faire un choix qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à faire. Mais pour comprendre ce qui s'est vraiment passé ce dimanche matin de juin 1910, il faut d'abord revenir au jeudi 9 juin, quand tout a commencé à s'écrouler dans la vie du petit Paul Arnaud. Jeudi 9 juin 1910, 4 heures de l'après-midi. La chaleur écrasante de juin transforme les ruelles de Saint-Sauveur-sur-Loire en four à pain. Paul Arnaud court à perdre haleine vers la cabane secrète que lui et ses amis ont construite dans le petit bois derrière le lavoir. Ses pieds nus glissent sur les pierres chaudes, ses poumons brûlent, mais il ne peut pas s'arrêter. Ce qu'il vient d'entendre dans la remise derrière sa maison le poursuit comme un cauchemar dont on ne peut pas se réveiller. 3 heures plus tôt, Paul partageait un morceau de pain rassis avec Jacques et René près de la rivière. Le pain que Madame Blanc avait oublié sur le rebord de sa fenêtre, comme elle le faisait chaque mardi et jeudi depuis que les 3 garçons avaient sauvé son chat des chiens errants. Il riait en regardant René essayer d'apprendre à Philou à rapporter des bâtons. C'était un de ces moments parfaits où la pauvreté, la faim et les coups semblaient appartenir à un autre monde. Jacques avait même partagé équitablement le pain en 3 parts égales, gardant la plus petite pour lui-même sans que personne ne le remarque. Puis la dispute avait éclaté. Une dispute stupide à propos d'un pari sur qui attraperait le plus gros poisson dimanche prochain. René avait accusé Paul de tricher la dernière fois en cachant un poisson acheté au marché. Paul avait nié. Jacques s'était moqué de lui. Et soudain, sans prévenir, Jacques l'avait poussé. Fort. Trop fort. Paul était tombé sur les rochers, déchirant son pantalon, son unique pantalon du dimanche. Le sang avait coulé de son genou, mais c'était la déchirure qui l'avait fait pleurer. Sa mère n'avait pas de fil pour recoudre. Son père le battrait. Les archives paroissiales, consultées en 1962 par le journaliste Henri Dupont, révèlent que la famille Arnaud vivait dans une pauvreté extrême. Le père Pierre, maçon de profession selon le recensement de 1906, travaillait sur les chantiers de Tours, mais ne rentrait que 2 fois par semaine. Les voisins témoignaient entendre des cris les nuits où il revenait saoul. Le registre des baptêmes de 1900 montre que Paul était né prématurément, chétif et peu viable, selon les mots du père André qui l'avait baptisé en urgence. Sa mère lui avait alors passé au cou une petite croix de bois sculptée, la seule chose de valeur qu'elle possédait, héritée de sa propre mère. Ce jeudi après-midi, Paul était rentré chez lui en cachant la déchirure de son pantalon, espérant que sa mère pourrait faire un miracle avec une aiguille et du fil emprunté. La maison était vide. Sa mère était partie laver du linge chez les bourgeois de Tours pour gagner quelques sous supplémentaires. Il s'était glissé dans la cour arrière pour chercher dans la vieille malle où elle gardait ses maigres affaires de couture. C'est là qu'il avait entendu les voix dans la remise. Son père était rentré plus tôt que prévu.
Avec lui, un homme que Paul n'avait jamais vu. Un homme grand, maigre, avec une cicatrice qui barrait sa joue gauche. Il parlait d'argent, beaucoup d'argent, 300 francs de dette de jeu. Une somme astronomique pour une famille qui vivait avec moins de 20 francs par mois. L'homme à la cicatrice parlait des mines de charbon du Nord. Des enfants qu'on y envoyait. Des garçons de 8, 9, 10 ans qui descendaient dans les galeries étroites où les hommes ne pouvaient pas aller. 50 francs par enfant, payés d'avance. Pas de questions posées. Le mien a 10 ans, avait dit son père. La voix pâteuse de l'alcool mais claire dans ses intentions. Petit pour son âge, parfait pour les galeries. Personne ne le cherchera. Sa mère, une simple femme. Elle pleurera 3 jours et fera d'autres enfants. Paul avait senti ses jambes se dérober. Les mots de son père résonnaient dans sa tête comme les cloches de l'église. Vendu. Il allait être vendu comme les veaux au marché du samedi. L'homme à la cicatrice avait dit qu'il reviendrait lundi matin avec un chariot. Discret. Avant l'aube. Direction l'île et les mines. Les notes du capitaine Moreau confirmeront plus tard l'existence d'un trafic d'enfants vers les régions minières, bien que les autorités fermaient souvent les yeux moyennant quelques pièces. Paul avait couru. D'abord sans but, juste pour fuir ces mots qui le poursuivaient. Puis vers la cabane, leur cabane, celle construite avec des planches volées sur le chantier de l'église, cachée sous les branches d'un vieux chêne. Jacques et René l'y attendaient, inquiets. Ils avaient regretté la dispute dès son départ. René avait même gardé sa part de pain pour Paul. Quand ils ont vu son visage, ils ont su que quelque chose de terrible était arrivé. Paul leur a tout raconté. Les dettes, les mines. Lundi matin, René a pleuré. Jacques a serré les poings si fort que ses jointures sont devenues blanches. Il connaissait les histoires sur les mines. Le cousin de René y était parti 2 ans plus tôt. On avait renvoyé un cercueil 6 mois plus tard. Poumon noir, avait dit le médecin. Mais Paul avait un plan. Un plan fou, désespéré, mais un plan quand même. Il allait disparaître. Pas fuir vers une autre ville où on le retrouverait. Disparaître vraiment. Devenir invisible. Un fantôme. Si son père ne pouvait pas le livrer lundi, peut-être que l'homme à la cicatrice lui accorderait plus de temps. Ou peut-être que son père prétendrait qu'il s'était enfui. Dans tous les cas, sa mère serait épargnée. Car Paul savait une chose que son père ignorait. Sa mère se battrait. Elle se mettrait entre eux et son fils. Et cette fois, les coups la tueraient. Jacques et René ont juré sur leur amitié éternelle de l'aider. Ils mentiraient. Ils diraient l'avoir vu à différents endroits pour brouiller les pistes. Ils lui apporteraient de la nourriture dans sa cachette. Une cachette que même eux ne connaîtraient pas, pour ne pas risquer de la révéler. Paul dormirait dans les granges abandonnées, se déplacerait la nuit, deviendrait une ombre, jusqu'à ce que ce soit safe, jusqu'à ce que l'homme à la cicatrice abandonne, jusqu'à ce qu'il puisse revenir, ou partir pour de bon. Le vendredi matin, Paul a embrassé sa mère endormie une dernière fois. Il a pris le message pour le moulin qu'elle avait préparé la veille, est sorti par la porte de derrière et a disparu dans la brume matinale. Sauf que Paul n'a jamais eu l'intention d'aller au moulin. Il avait autre chose à faire d'abord, quelque chose de bien plus important, quelque chose qui changerait tout. Vendredi 10 juin 1910, 6 heures du matin. Paul Arnaud marche dans la rosée du matin, ses pieds nus laissant des traces qui disparaîtront avec le premier rayon de soleil. Dans sa poche, le message pour le moulin qu'il ne livrera jamais. Autour de son cou, caché sous sa chemise rapiécée, la petite croix de bois que sa mère lui a donnée à sa naissance. Il sait qu'il ne la reverra peut-être jamais, mais il sait aussi qu'il fait ça pour elle, pour qu'elle vive, pour qu'elle ne meure pas en essayant de le protéger de ce père qui a cessé d'être un père le jour où l'alcool est devenu plus important que sa famille. Sa première cachette est le vieux pigeonnier abandonné de la ferme des Moreau, incendié 3 ans plus tôt. Personne n'y va plus depuis que le vieux Moreau s'est pendu dans la grange, ruiné par une mauvaise récolte. Les villageois disent que l'endroit est hanté, parfait pour un garçon qui veut devenir fantôme. Paul s'y est préparé une cache depuis 2 semaines, pressentant que quelque chose de terrible allait arriver. Des bouts de pain dur, une vieille couverture trouvée dans les ordures,
une gourde remplie à la fontaine. Et son harmonica, celui qu'il a trouvé l'hiver dernier et appris à jouer tout seul, les soirs où la faim l'empêchait de dormir. Vers midi, Jacques et René commencent leur travail de désinformation. René dit à Madame Blanc avoir vu Paul près de la rivière. Jacques affirme au père André l'avoir aperçu dans les champs de blé. Les deux versions se contredisent, mais personne n'y prête attention. Les enfants vagabondent toujours le vendredi, jour de marché où les adultes sont trop occupés pour les surveiller. Le journal de Madame Blanc, retrouvé des décennies plus tard, note simplement « Le petit Arnaud n'est pas venu chercher le pain aujourd'hui. Étrange. » Ce que personne ne sait, c'est que Paul observe tout depuis sa cachette. Il voit sa mère revenir de Tours vers 3 heures, fatiguée, les mains rougies par la lessive. Il la voit chercher partout, d'abord calmement, puis avec une inquiétude grandissante. Il voit ses lèvres former son nom. Paul, Paul. Il serre la croix de bois si fort qu'elle s'imprime dans sa paume. Chaque fibre de son être veut courir vers elle, mais il sait que s'il le fait, elle mourra lundi matin en essayant de l'empêcher de partir. Le samedi 11 juin est le jour le plus long de sa courte vie. La faim le tenaille, la soif aussi, car il n'ose pas s'approcher de la fontaine en plein jour. Jacques et René font ce qu'ils peuvent. Ils perdent un morceau de fromage près du pigeonnier. Ils oublient une miche de pain sur le muret du cimetière. Ils maintiennent l'illusion en affirmant l'avoir vu à différents endroits, semant la confusion. Marie Dubois, la petite sœur de René, racontera 50 ans plus tard avoir surpris son frère en train de pleurer dans la grange ce samedi soir. « On fait ce qu'il faut », répétait-il. « On fait ce qu'il faut. » Mais le plus dur pour Paul, c'est la nuit du samedi au dimanche. Caché dans le clocher de la chapelle abandonnée de Saint-Joseph, à 2 kilomètres du village, il entend les cloches de Saint-Antoine sonner pour les vêpres. Il sait que demain, c'est la fête du Saint Patron. Il y aura de la musique, des danses, et Monsieur Fournier prendra des photographies avec sa machine mystérieuse venue de Paris. Paul et ses amis en parlaient depuis des semaines. Ils s'étaient promis de poser ensemble, comme les 3 mousquetaires du livre que Jacques avait volé à l'école et qu'ils lisaient en secret dans leur cabane. C'est là, dans ce clocher poussiéreux où nichent les chouettes, que Paul prend la décision qui hantera les historiens pendant des décennies. Il ira à la fête, juste une fois, juste pour la photographie, pour laisser une trace, pour que sa mère ait quelque chose à regarder quand il sera parti, pour dire au revoir à sa façon. Les notes de Monsieur Fournier, découvertes en 1987, mentionnent qu'il avait remarqué quelque chose d'étrange chez le petit Arnaud ce matin-là. Il semblait être là sans être là, comme s'il était déjà parti. Dimanche 12 juin, 8 heures du matin, Paul sort de sa cachette. Ses vêtements sont sales, couverts de la poussière du clocher et de la boue des champs qu'il a traversés dans la nuit. La coupure sur son bras, celle qu'il s'est faite en escaladant le mur du cimetière, est encore fraîche. Ses cheveux sont emmêlés, pleins de brindilles et de foin. Mais il s'en moque. Il a quelque chose d'important à faire. Il trouve Jacques et René près de la fontaine, comme convenu par leur code de sifflement secret. 3 notes courtes, 2 longues, le chant du merle qu'ils ont appris à imiter. Ils ont l'air soulagés et terrifiés à la fois. « Tu es fou, » dit Jacques. « Ta mère est là, ton père aussi est rentré ce matin. » Paul hoche la tête. Il sait. Il a tout calculé. Son père est trop saoul pour le reconnaître à distance. Sa mère comprendra. Elle comprendra qu'il fait ça pour elle. Quand Monsieur Fournier appelle pour avoir 3 garçons pour sa photographie, Jacques pousse Paul en avant. René prend sa main. Il se place devant l'appareil. Jacques avec son lance-pierre, l'air bravache pour cacher sa peur. René avec Filou, serrant le chien comme pour se donner du courage. Et Paul avec son béret, cachant dans son poing fermé la petite croix de bois qu'il a détachée de son cou. C'est alors qu'il la voit. Sa mère, cachée derrière le grand tilleul près de l'école. Elle le regarde. Leurs yeux se croisent. Une fraction de seconde qui dure une éternité. Il voit dans ses yeux qu'elle comprend, qu'elle sait, qu'elle a toujours su que son fils était plus courageux qu'un enfant de 10 ans ne devrait l'être.
Il détourne le regard vers la gauche, vers elle, une dernière fois, pour graver son visage dans sa mémoire, pour lui dire, sans mots, qu'il l'aime plus que sa propre vie. Le flash de magnésium explose. L'image est capturée. 3 garçons souriant en juin 1910. Mais l'un d'eux a déjà disparu depuis 2 jours. Et dans quelques secondes, il disparaîtra vraiment. Cette fois, Paul Arnaud ne reviendra pas. Du moins, pas comme Paul Arnaud. Car ce que personne ne sait encore, c'est que cette photographie n'est pas une fin. C'est un commencement. Le commencement d'une histoire qui durera 15 ans et traversera un océan. Le déclic de l'appareil photographique résonne sur la place de Saint-Sauveur-sur-Loire comme un coup de feu dans le silence. Pendant une fraction de seconde, tout s'arrête. Paul sent la main de Jacques se crisper sur son épaule. René retient son souffle. Même Philou cesse de remuer. C'est fait. L'image est prise. La preuve qu'il a existé est maintenant gravée sur une plaque de verre dans la boîte mystérieuse de Monsieur Fournier. « Parfait, les garçons !» s'exclame le photographe en sortant la tête de sous son voile noir. « Tenez, voici votre récompense. » Il tend à chacun une pièce de 5 centimes. Une fortune pour des gamins qui se partagent habituellement un quignon de pain rassis. Paul serre la pièce dans sa main gauche, la croix de bois toujours cachée dans sa main droite. Il doit partir. Maintenant. Avant que son père ne le voie de près. Avant que sa mère ne cède à l'envie de courir vers lui. Mais Jacques le retient encore une seconde. « Prends ça », murmure-t-il en glissant quelque chose dans la poche de Paul. C'est un morceau de papier plié. « Pour plus tard, quand tu seras loin. » René ajoute rapidement. « La cabane. On y a laissé des provisions, et... » Sa voix se brise. « Et on a attrapé la chouette blessée qu'on avait trouvée. On l'a soignée. Elle peut voler maintenant, comme toi. » Paul veut parler, mais aucun son ne sort. Depuis 3 jours, il n'a pas prononcé un mot, comme si le silence était devenu sa nouvelle langue. Il regarde une dernière fois ses amis, ses frères qu'il n'a pas choisis mais qui ont choisi de l'aider à disparaître. Puis il se retourne et marche. Pas en courant, en marchant, comme quelqu'un qui sait exactement où il va. Il passe devant la boulangerie de Madame Blanc. La vieille femme est sur le pas de sa porte. Elle le voit, fronce les sourcils, ouvre la bouche pour dire quelque chose puis la referme. Plus tard, elle écrira dans son journal. « J'ai vu le petit Arnaud ce matin. Il avait l'air d'un ange qui retourne au ciel. J'ai su que je ne le reverrai plus. » Il contourne l'église où le père André prépare la messe. Le prêtre qui a toujours fermé les yeux sur leur larcin du dimanche est en train d'arranger les fleurs de l'autel. Leurs regards se croisent à travers la fenêtre. Le père André lève la main dans un geste qui pourrait être une bénédiction ou un adieu. Des années plus tard, dans une lettre à Jacques datée de 1918 et conservée aux archives diocésaines, il écrira « J'ai béni le petit Arnaud ce jour-là. Je savais qu'il partait pour un long voyage. » Paul arrive à la cabane. Leur royaume secret fait de planches volées et de rêves partagés. À l'intérieur, Jacques et René ont laissé un véritable trésor. Du pain, du fromage, une pomme, même un morceau de saucisson que René a dû voler dans le garde-manger familial. Et là, dans une boîte percée de trous, la petite chouette qu'ils avaient trouvée avec une aile cassée 2 semaines plus tôt. Elle le regarde de ses grands yeux dorés. Paul ouvre la boîte. L'oiseau hésite, puis s'envole par la fenêtre. Libre, comme lui le sera bientôt. Il déplie le papier que Jacques lui a donné. C'est une adresse. Mon oncle Émile, Marseille, il travaille sur les docks. Il pose pas de questions. En dessous, René a ajouté de son écriture tremblante. On se retrouvera, un jour, promis. Paul sait qu'il ne peut pas aller à Marseille. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais il garde le papier, comme un talisman. Comme une promesse que quelque part dans ce monde cruel, il existe des gens bien. Des gens qui sacrifient leur tranquillité pour sauver un ami. Il prend les provisions, les enveloppe dans sa veste rapiécée. Puis il fait quelque chose d'étrange. Il enlève la petite croix de bois de son cou et la pose sur la table bancale qu'ils utilisaient pour leur devoir voler. Il sort le couteau de poche rouillé que Jacques lui avait offert pour ses 9 ans et grave maladroitement sur la table. Pour maman, quand ce sera fini, paix.
Le plan est simple et terrible à la fois. Paul va disparaître. Vraiment disparaître. Devenir quelqu'un d'autre. Il a entendu parler des bateaux qui partent du Havre vers le Canada. Des enfants qui s'engagent comme mousses, des familles québécoises qui cherchent des orphelins pour les aider au champ. Il marchera la nuit, dormira le jour, volera ce qu'il faut pour survivre, mentira sur son âge, sur son nom, deviendra Pierre, ou Jean, ou Louis. N'importe qui sauf Paul Arnaud, le garçon que son père voulait vendre aux mines. Mais d'abord, il doit attendre. Lundi matin, l'homme à la cicatrice viendra. Ne trouvera personne. Son père prétendra que Paul s'est enfui. Peut-être que l'homme le croira. Peut-être qu'il accordera plus de temps pour les dettes. Peut-être qu'il tuera son père. Paul ne sait pas et, honteusement, ne s'en soucie plus. Tout ce qui compte, c'est que sa mère survive. Qu'elle ne se mette pas entre son père et l'homme à la cicatrice. Qu'elle vive assez longtemps pour recevoir, un jour, une lettre d'un inconnu lui disant que son fils va bien. Il quitte la cabane alors que les cloches sonnent 10 heures. La messe va commencer. Tout le village sera à l'église. C'est le moment parfait pour disparaître. Il prend le sentier qui mène vers Tours, puis bifurque vers les bois. Il connaît un charretier qui part pour Orléans cet après-midi. Un homme qui ne pose pas de questions si on lui graisse la patte. Paul a 5 centimes. Ce sera suffisant pour se cacher dans les sacs de grains. Mais avant de partir, il fait un dernier détour. Il contourne le village par les champs et arrive derrière sa maison. La petite maison de pierre où il a grandi, où sa mère lui chantait des berceuses bretonnes, où son père, avant l'alcool, le portait sur ses épaules. Il se cache derrière le puits et attend. Elle arrive 15 minutes plus tard, sa mère. Elle a quitté la messe. Elle savait qu'il viendrait. Les mères savent toujours. Elle ne le cherche pas des yeux. Elle s'assied simplement sur le banc de pierre près du puits et commence à parler. Doucement, comme si elle se parlait à elle-même. « Mon petit Paul, mon courageux petit homme, je sais pourquoi tu fais ça. J'ai entendu ton père jeudi soir. J'étais derrière la porte, j'ai tout entendu. Sa voix se brise mais elle continue. Tu veux me protéger, mais tu ne sais pas que je suis plus forte que tu ne le penses. J'ai survécu à bien pire. J'ai survécu à la mort de mes 3 bébés avant toi. J'ai survécu au coup. Je survivrai à ça aussi. » Elle sort quelque chose de son tablier, un petit paquet enveloppé dans un mouchoir. Elle le pose sur le banc. Du pain et du lard, et 40 sous que j'ai économisés en cachette. C'est tout ce que j'ai, prends-le. Va vers le nord, pas vers le sud comme tout le monde pensera. Au nord, vers Caen, il y a ma cousine Marguerite. Elle te cachera le temps qu'il faudra. Paul veut sortir de sa cachette, veut courir vers elle. Veut sentir ses bras une dernière fois. Mais il sait que s'il le fait, il ne pourra plus partir. Alors il reste caché, les larmes coulant silencieusement sur ses joues sales. « Je t'attendrai », continue sa mère, « tous les jours, toutes les nuits. Et un jour, quand tu seras grand, quand tu seras fort, quand tu seras en sécurité, tu reviendras. Ou tu m'écriras, ou tu m'enverras un signe. N'importe quoi pour me dire que tu es vivant, que mon sacrifice et le tien n'ont pas été vains. » Elle se lève, prend le paquet et le pose près du tas de bois où Paul se cachait enfant quand son père rentrait saoul. Elle sait qu'il est là, elle a toujours su. « Je t'aime, mon fils, plus que ma propre vie. C'est pour ça que je te laisse partir. Parce que parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser s'envoler, comme la petite chouette que vous avez soignée. » Elle rentre dans la maison sans se retourner. Paul attend qu'elle ferme la porte, puis rampe jusqu'au paquet. À l'intérieur, avec le pain et l'argent, il y a autre chose. Une photographie, pas celle de ce matin, une autre, plus ancienne. Sa mère, jeune, souriante, tenant un bébé dans ses bras. Lui, avant que tout ne devienne sombre, avant les dettes et l'alcool, avant la peur et les coups. Au dos, elle a fait écrire par quelqu'un, pour que tu te souviennes d'où tu viens, pour que tu saches que tu as été aimé. 15 ans. 15 longues années se sont écoulées depuis ce dimanche de juin 1910, où un garçon de 10 ans a disparu dans la brume matinale de Saint-Sauveur-sur-Loire. Le monde a changé. La Grande Guerre a ravagé l'Europe. Des millions de morts,
Des villages entiers rayés de la carte. René Dubois est tombé à Verdun en 1916, ses poumons détruits par les gaz, ironiquement le même sort que celui des enfants dans les mines. Son nom est gravé sur le monument aux morts de Saint-Sauveur, à côté de 23 autres garçons du village. Jacques Martin a survécu mais en est revenu différent, hanté par des cauchemars qu'aucune quantité de vin ne peut effacer. Il vit maintenant à Paris, travaillant dans une usine d'automobile, essayant d'oublier. Madame Arnaud, elle, a survécu à tout, à la disparition de son fils. À la mort de son mari, tué dans une bagarre de taverne 3 mois après la disparition de Paul, ses dettes finalement réglées par son propre sang. À la guerre, qui a emporté tant de fils de mère. À la grippe espagnole, qui a décimé le village en 1919. Elle vit toujours dans la même petite maison de pierre, les cheveux maintenant blancs comme la neige, mais les yeux toujours tournés vers la route, attendant. C'est un matin de septembre 1925 qu'elle reçoit la lettre. Pas une lettre ordinaire. Une enveloppe épaisse de qualité, avec un cachet de poste canadien. L'adresse est écrite d'une main tremblante mais soignée. À l'intérieur, il n'y a pas de lettre. Juste un mandat postal de 1000 francs, une fortune pour une vieille femme qui survit en raccommodant les vêtements des autres, et une photographie. La photographie montre un homme jeune, 25 ans peut-être, debout devant une maison de bois blanc. Il porte un costume simple mais propre, une casquette d'ouvrier à la main. À ses côtés, une jeune femme sourit, tenant un bébé dans ses bras. Mais ce qui fait trembler les mains de Madame Arnaud, ce qui fait couler les larmes sur ses joues ridées, ce sont les yeux de l'homme. Les mêmes yeux que le garçon de 10 ans qui regardait ailleurs sur la photographie de 1910. Les yeux de Paul. Au dos de la photographie, quelques mots de quelqu'un qui n'a jamais oublié le dimanche de Saint-Antoine, qui pense à vous chaque jour, qui a survécu grâce à votre sacrifice. P. Les registres d'immigration canadiens, consultés des décennies plus tard par des historiens, montrent qu'un certain Pierre Arnaud, orthographié différemment, âgé de 14 ans selon les documents, est arrivé à Québec en octobre 1910. Orphelin, disait-il. Parent mort du choléra. Il s'est engagé comme apprenti chez un menuisier de Montréal, a appris le métier, a économisé chaque sou. Les registres paroissiaux de Sainte-Catherine de Montréal indiquent qu'un Pierre Arnaud a épousé Marie-Claire Tremblay en 1923. Leur premier fils est né en 1924. Ils l'ont appelé René. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1932, Monsieur Fournier, le photographe, maintenant âgé et préparant ses archives pour la postérité, tombe sur le négatif de la photographie de juin 1910. Il l'examine avec une loupe, cette nouvelle invention qui permet de voir les détails invisibles à l'œil nu. C'est là qu'il remarque quelque chose d'extraordinaire. Dans le point fermé de Paul, à travers le tissu fin du béret, on peut distinguer la forme d'une petite croix. Et dans le coin gauche de la photographie, à peine visible dans l'ombre du tilleul, une silhouette. Une femme. Qui regarde. Qui sait. Qui comprend. Il apporte la photographie à Madame Arnaud. Elle a maintenant 65 ans mais ses yeux sont toujours vifs. Elle prend la loupe, examine l'image longuement, puis elle sourit. Pour la première fois en 15 ans, elle sourit vraiment. « Je savais qu'il était là », murmure-t-elle. « Je l'ai vu arriver avec Jacques et René. J'ai compris qu'il voulait me dire au revoir, qu'il voulait me laisser quelque chose. Cette image, cette preuve qu'il avait existé, qu'il avait été heureux au moins une fois avec ses amis. » Elle sort alors de son armoire une petite boîte en bois. À l'intérieur, la croix de bois, celle que Paul avait laissée dans la cabane. Jacques la lui avait apportée avant de partir pour la guerre, respectant la volonté de son ami. Il reviendra la chercher, avait-il dit. Ou quelqu'un viendra en son nom. Ce quelqu'un arrive en 1935. C'est une jeune femme, canadienne, avec un accent charmant et un bébé dans les bras. Marie-Claire Arnaud, née Tremblay. Elle vient de perdre son mari dans un accident sur un chantier de construction. Avant de mourir, il lui a fait promettre de venir en France, de trouver sa mère, de lui dire la vérité, toute la vérité. Paul n'avait jamais oublié. Chaque nuit, il rêvait de Saint-Sauveur-sur-Loire. Chaque matin,
Il se réveillait avec le goût du pain de Madame Blanc dans la bouche. Il avait appris à lire et écrire correctement au Canada, avait dévoré les livres, comme ce volume des 3 mousquetaires qu'il lisait dans la cabane. Il avait nommé son fils René en mémoire de son ami mort dans les tranchées. Il avait travaillé jour et nuit pour économiser, pour envoyer de l'argent à sa mère, toujours anonymement, toujours avec cette peur qu'on découvre qui il était vraiment. Mais sur son lit de mort, écrasé par une poutre tombée d'un échafaudage, il avait murmuré à sa femme « Dis-lui que je n'ai jamais cessé d'être son fils, que chaque coup de marteau était pour elle, que j'ai construit des maisons pour d'autres parce que je ne pouvais pas rentrer dans la mienne. Dis-lui que la photographie de 1910 était mon au revoir et ma promesse, la promesse que je survivrais, que je deviendrais quelqu'un de bien, quelqu'un dont elle pourrait être fière. » Madame Arnaud prend sa belle-fille dans ses bras. Elle prend son petit-fils, ce bébé qui a les mêmes yeux que Paul. Elle pleure toutes les larmes qu'elle a retenues pendant 25 ans. Puis elle va chercher la photographie de 1910, celle avec les 3 garçons. Elle la tend à Marie-Claire. « Gardez-la, pour que mon petit-fils sache d'où il vient, pour qu'il comprenne que parfois, disparaître est la plus grande preuve d'amour, que parfois, un sourire sur une photographie peut porter tout le poids du monde. » Marie-Claire reste 3 mois à Saint-Sauveur-sur-Loire. Elle apprend l'histoire de Paul par ceux qui l'ont connu. Madame Blanc, toujours vivante à 80 ans, qui raconte comment elle laissait du pain pour les 3 garnements. Le père André, maintenant évêque, qui révèle avoir aidé Paul à s'échapper en lui donnant l'adresse d'un passeur honnête. Même Jacques, revenu pour l'enterrement de sa mère, qui avoue enfin la vérité sur ce fameux dimanche. On savait qu'il partait pour de bon, dit-il, les yeux perdus dans ses souvenirs. On l'a amené à la photo parce qu'on voulait garder une trace de nous 3, ensemble, une dernière fois. On était des gamins, mais on comprenait que certaines amitiés survivent à tout, même à la disparition, même à la mort. La photographie de 1910 est aujourd'hui conservée dans une collection privée. Les experts qui l'ont analysée parlent de sa composition parfaite, de la façon dont la lumière capture l'innocence perdue de l'enfance. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que le garçon qui regarde ailleurs ne regarde pas le vide. Il regarde sa mère. Il regarde son avenir. Il regarde au-delà de la peur et de la pauvreté vers une vie qu'il construira de ses propres mains. Paul Arnaud est officiellement porté disparu depuis 1910. Aucun acte de décès n'a jamais été établi. Dans les registres de Saint-Sauveur-sur-Loire, il reste éternellement ce garçon de 10 ans qui a disparu un jour de juin. Mais pour ceux qui savent regarder, pour ceux qui comprennent que l'amour prend parfois la forme de l'absence, Paul n'a jamais vraiment disparu. Il vit dans chaque photographie, où un enfant sourit malgré la peur, dans chaque mère qui laisse partir son enfant pour le sauver, dans chaque ami qui garde un secret par fidélité. La petite croix de bois est maintenant portée par le fils de Paul, René Arnaud, devenu constructeur comme son père, bâtissant des maisons pour les familles qui fuient la nouvelle guerre qui se profile en Europe. Sur chaque maison qu'il construit, il grave discrètement 3 initiales, PJR Paul, Jacques, René, les 3 mousquetaires de Saint-Sauveur-sur-Loire, séparés par la vie, unis par une photographie, pour toujours. Parce que c'est ça, le véritable mystère de cette photographie de 1910. Ce n'est pas qu'un garçon déjà disparu y apparaisse, c'est qu'à travers cette image figée dans le temps, 3 enfants ont prouvé que l'amitié véritable transcende l'espace et le temps, que parfois disparaître est le plus grand acte de courage, et que l'amour d'une mère peut porter un enfant à travers un océan et 25 années de silence, jusqu'à ce qu'il trouve enfin le chemin du retour, même si c'est à travers les yeux de son propre fils. L'histoire de Paul Arnaud nous enseigne que nos choix les plus difficiles définissent qui nous sommes vraiment, qu'un enfant de 10 ans peut avoir plus de courage que bien des adultes, et que parfois, les fantômes que nous créons pour survivre deviennent les fondations sur lesquelles nous bâtissons notre avenir. Cette photographie continue de circuler parmi les collectionneurs, portant avec elle son secret. Un secret qui n'en est plus vraiment un. Juste l'histoire d'un garçon qui a choisi de disparaître pour que sa mère puisse vivre.
et qui, ce faisant, est devenu éternel. Voici la fin de notre épisode. Rappelons que ce récit est une histoire dramatisée, inspirée de contextes et de documentos históricos réels, construída para honrar crianças esquecidas, mães corajosas e amizades que atravessam o tempo. La photographie de 1910 ne fige pas une disparition. Elle révèle un choix, celui d'un enfant qui transforme la peur en route et l'amour en horizon. Parfois, survivre exige disparaître. Parfois, le plus grand acte de courage est de protéger ceux qu'on aime en silence. Et l'amitié, quand elle est vraie, continue d'écrire nos vies bien après que l'image s'est éteinte. Qu'auriez-vous fait à la place de Paul? Jusqu'où iriez-vous pour protéger quelqu'un que vous aimez? Quel secret porteriez-vous pour un ami? Si vous êtes resté jusqu'au bout, écrivez le mot courage dans les commentaires et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Abonnez-vous, laissez un like, activez la cloche, partagez ou commentez ce récit et cliquez sur la carte finale pour découvrir nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé. Ce chapitre se ferme mais la leçon reste. Même quand le monde nous oublie, une simple photo peut nous rappeler qui nous sommes et ce qui mérite d'être sauvé.